pour qui nous sommes encore là en ce début d'année. Nous avons toujours dit, Muriel, nous, on ne cessera jamais de penser que si le Cameroun est une cathédrale, c'est bien tous ensemble que nous allons bâtir ce pays qui nous appartient à nous tous, bien évidemment dans la pensée de différence. Muriel, c'est le contexte s'y prête, vous ne nous avez jamais rien refusé. Bonne et heureuse année de façon particulière au collectif des enseignants du supérieur, des IPES comme on les appelle. Ils sont assistants, ils sont chargés de cours. Je voudrais d'ailleurs profiter, parce qu'ils l'ont encore demandé sur la télévision républicaine, pour congratuler ces nouveaux chargés de cours du CCUI, Conseil consultatif interuniversitaire. Et ils ont été promus et ils ont encore dit une fois de plus, Muriel, qu'il faut souhaiter bonne et heureuse année au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. Et ce souhait de bonne année, il est particulier parce que ce collectif a greffé sa bouche une fois de plus à la mienne pour dire au ministre que ils estiment que nous sommes dans un contexte particulier avec ce 8e mandat que le chef de l'État a rempli et dans un contexte particulier, et disent au ministre que une fois de plus, Monsieur le chancelier des ordres académiques, jetez un coup d'œil dans les IPES parce que l'excellence académique que vous prenez depuis le mandat précédent ne fait pas une distinction entre les universités. Il n'y a pas deux types d'écoles. L'école est républicaine et nous sommes sur la chaîne républicaine, qu'on soit dans le public ou dans le privé, et les textes sont les mêmes. Et ces enseignants disent, Muriel, que le ministre doit pas les accorder des faveurs, mais faire appliquer les textes qui existent pour ce qui est du fonctionnement de l'enseignement supérieur. Donc, clin d'œil particulier, j'ai rempli ma mission au collectif des enseignants, ces chargés du cours et assistants des IPES du Cameroun. Et on vous l'aura promis, hein, on l'a permis. Merci, voilà, on l'aura permis. Merci à vous d'être nôtres ce matin pour cette première sortie du grand débat. François Bikoro, le patriarche, comme j'aime bien à l'appeler, également des nôtres ce matin, activateur politique, homme à plusieurs casquettes. Bonne année, patriarche. Bonne année, ma fille. Vous savez qu'il y a des choses dans la vie qui vous surprennent, mais qui en réalité ont été prévues par la cosmogonie spirituelle. Quelle année 2025, oh mon Dieu, époustouflante. On a vu des gens sortir de leur gond, mettre en place des thèses qui n'avaient rien à voir avec le vécu quotidien. Nous avons vu des acteurs politiques abandonner leur travail, leurs ambitions, leurs égos surdimensionnés pour faire marcher ce pays et nous inventer des thèses qui n'avaient rien à voir avec les nôtres. J'en profite d'ailleurs pour rassurer justement les enseignants du supérieur qui ne sont pas tombés dans ce piège où on leur enseignait un certain nombre de choses. Nous avons entendu que l'État était l'État dans l'État sans être dans l'État. Nous avons entendu que le mandat impératif était très impératif pour ceux qui veulent attraire à la fonction publique, à la présidence de la République. Nous avons surtout vu des mariages époustouflants qui se sont faits et qui nous ont rappelé qu'en réalité, les enfants que l'on envoie dans la rue, brûlés et cassés, aller en prison, sont les enfants de ceux qui sont restés au Cameroun. Et qu'il y a d'autres enfants qu'on demande de ne pas revenir au Cameroun et de faire des gros mariages de l'autre côté outre-Atlantique. J'espère que cette jeunesse vient de se rendre à l'évidence que la meilleure d'entre elles, c'est celle qui reste au chaudron, qui chaque jour écoute les parents, se querelle avec les parents et arrive à une conclusion. Cette conclusion qui a permis qu'à travers ces 53%, M. Paul Biya a eu la chance, parce qu'il avait chance dans le monde entier, de parler au peuple camerounais 2 fois, le 6 novembre et le 31 décembre. Il était tellement à l'aise, justement parce que l'autre type de jeunesse, qui malgré le fait qu'elle soit en pèlerinage sportif à l'extérieur, rentre toujours pour nous rendre heureux. Et je vous avais dit ceci, qu'après le 24 décembre, bouquet de Noël offert par des jeunes, il y aura un autre bouquet de Noël offert le 31 décembre, et je crois que c'est un autre bouquet de fin d'année. Et je crois que le fait que le chef de l'État ait prononcé jeunesse, jeunes et dames, c'est-à-dire jeunes et la femme, n'a pas été fortuite. Et je crois que le dernier discours du chef de l'État, la jeunesse vient de lui dire, papa, on a déjà dit bonne année, on a dit bonne fête de Noël, tu as dit que les jeunes et les femmes seront
La seule chose dont tu vas te concentrer au cours de ce septennat, tiens, il paraît que du 4 janvier à l'autre 4 janvier, ce septennat vient de s'écrouler. Il y a deux choses que nous attendons pour que le pays soit complet. Que les lions indomptables, à qui nous avons déjà tout pardonné, ils ont déjà fait leur canne. Il appartient maintenant à ce que nous aussi on fasse notre canne. Et la première canne que les Camerounais attendent, c'est le gouvernement de la République. Pas parce qu'il n'aura pas lieu, mais parce qu'on veut prendre le président de la République au mot. Il faudrait que l'on voie justement la femme et la jeunesse dans ce gouvernement. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Patriarche, d'être notre ce matin. On va donc tout simplement lancer les hostilités, mais avant, porter quand même nos mots de réconfort parmi les invités annoncés ce matin. Quelques urgences familiales, notamment pour le professeur Elvis Ngolengole. Voilà, beaucoup de courage quant à ces urgences-là. On sera ensemble dans les prochains jours, bien évidemment. Nous avons annoncé la première thématique à aborder ce matin. On parle de l'adresse du président de la République, son Excellence Paul Biya à la nation camerounaise. C'était le 31 décembre dernier. Tout le monde était focus à 19h, heure du Cameroun, pour suivre le président de la République. Tout d'abord, on va prendre un pan de ce discours-là pour planter le décor et revenir sur ce plateau. Pour ma part, depuis mon adhésion à la magistrature suprême, j'ai fait le choix de vous dire la vérité. Je n'ai jamais essayé de vous dissimuler les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, du fait principalement d'un contexte international de plus en plus complexe. Ces difficultés qui retardent ou entravent la mise en œuvre des projets dédiés à l'amélioration de votre bien-être ne sont cependant pas insurmontables. Nous l'avons prouvé hier, nous le prouvons aujourd'hui et nous le prouverons encore demain, ensemble. Mes chers compatriotes, fidèle à ce devoir de vérité que je viens d'évoquer, je n'ai pas de peine à reconnaître qu'en dépit du bilan appréciable que je viens de vous présenter, des efforts soutenus doivent encore être engagés sans délai pour améliorer de manière significative vos conditions de vie. C'est ce à quoi s'attellera en priorité le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, lors de la campagne électorale et dans mon discours de prestation de serment, j'ai eu l'occasion de vous présenter le programme que j'entends mettre en œuvre pour répondre à vos préoccupations, à vos aspirations et à vos demandes. Je voudrais vous redire que l'amélioration de la situation des femmes et des jeunes sera au centre de mes priorités, telles que je m'y suis engagé. Le gouvernement, sous mon autorité, veillera à la mise en œuvre effective du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, dont les lignes directrices ont été présentées lors de ma prestation de serment. Voilà, merci à la réalisation. Un pan du discours du président de la République qui aura été bien suivi par l'ensemble des Camerounais. Grande annonce parmi lesquelles ce gouvernement tant attendu par les Camerounais. Alors, Amassou. Oui, mais il faut déjà rappeler qu'en termes de caractéristiques de cette communication du président de la République, le président reste constant. Il reste dans le sens de la continuité de son discours. Il est pratiquement marteleur. Faites quand même un petit rétroviseur pour voir quand même que dans cette continuité, il y a quand même des évolutions. Rappelez-vous hier, dans ces soubresauts qui ont été de manière malsaine entretenus par quelques acteurs politiques, beaucoup de Camerounais ont pris beaucoup de peur et avec des interrogations sur la situation social, le climat social au Cameroun. J'avais été très attentif de la sortie du président de la République sur ce point spécifique
Et je crois que dans la conclusion de cette communication, lors de sa prestation de serment à l'Assemblée nationale, il avait été clair et précis. L'ordre régnera. Je crois que 2 mois après, à peine, l'ordre est revenu. C'est ça qu'il faut noter de façon factuelle. D'ailleurs, l'ordre est tellement revenu que l'activité a repris, mais davantage que les fauteurs de ce désordre ont filé à la gambienne. Suivez mon regard. Je veux dire que ce sont des questions, j'en dis quoi, qui préoccupent les Camerounais. Est-ce qu'on peut se projeter? Est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on peut œuvrer? Mais pour le faire, quels sont les préalables? Quel est l'environnement? Je pense avoir perçu, lorsqu'il y avait ce soubresaut, de nombreuses inquiétudes, de nombreuses frayeurs. À ce jour, je pense qu'à peine 2 mois après, cette situation d'accalmie est une réalité. Elle a été quasiment imposée et les Camerounais peuvent repartir d'un nouveau pied. C'est cela qu'il faut retenir. Lorsqu'une personnalité de la dimension du président de la République prend un engagement, il faut le suivre. Je n'ai pas envie de reprendre François au mot. Et sur cette sortie, nous l'avons pris au mot, où nous avons la réalité. Ce qui veut dire effectivement que dans l'avalanche des propos qu'il a tenus dans son discours, il faut rester très attentif à des points majeurs, des points d'ancrage qui sont importants. Vous avez parlé de ce gouvernement qui finalement cristallise de nombreuses attentes au sein de l'opinion publique. Oui. À partir de ce moment, il fallait avoir, du point de vue de la communication sociale, minimalement un message ou alors des indices. Dans le cas d'espèce, ça a été un message clair. Au niveau de la dimension de la temporalité, il aurait pu dire ultérieurement, il aurait pu dire à plein de mots dans la langue française, mais il a dit dans quelques jours, dans les prochains jours. Les prochains jours. Et on parlera de ces prochains jours, bien évidemment. Oui, je sais que les gens vont certainement, avec leur batterie, avec leur baromètre, compter à partir de maintenant, heure pour heure, ces prochains jours et son échéance. Seconde, hein. Et son échéance. Non, je pense que le chef de l'État est constant. Il est constant dans ce qu'il dit, il est constant dans ce qu'il pose comme acte, et il est constant dans la vision qu'il donne, dans le cap qu'il prend. Le gouvernement, du point de vue de la stratégie politique de manière nationale, est devenu une préoccupation. On ne le dit pas suffisamment, vous savez. Un gouvernement intervient non pas dans un caprice, dans une fantaisie, mais il intervient quand même dans un contexte qui est, on va dire, assez structuré, avec un attelage d'un ensemble d'événements. Notez que l'architecture politique de notre pays en ce moment est quasiment complète, avec les élections des régionales qui viennent de se dérouler. On est sorti de la présidentielle, c'était fondamental. Il est nécessaire que ces 2 événements politiques apportent des signaux clairs sur la cartographie politique de notre pays. N'oubliez pas qu'on sort du point de vue de la structure institutionnelle, quand même, du terme des travaux à l'Assemblée nationale. Il y a un budget qui doit être activé à partir de ce mois. Donc il est de bon ton qu'on puisse avoir un regard plus prospectif, un regard plus serein, un regard plus élaboré, tellement les chantiers sont nombreux. Je crois que en termes de contexte, c'est le bon moment. Et je pense que si lui, le président de la République, a choisi de apporter une réponse aux nombreuses attentes des Camerounais, je pense que c'est de bon ton. C'est l'analyse que je peux faire. Et je crois que nous devons rester totalement, j'ai envie de dire quoi, confiants, lucides de ce que les choses vont avancer. Elles vont peut-être pas avancer comme les gens l'espèrent totalement, mais elles vont certainement avancer, et c'est le plus important. D'accord. Mefiri Abakar, un discours des mots pour faire le bilan de l'année 2025, des mots vrais, parce que le président de la République l'a réitéré, il a choisi le langage de la vérité. Oui, et en écoutant le président de la République, on s'est rendu compte que de nombreux Camerounais, avec la notion de vérité, peut, comme disent les hommes de science, peut se comprendre de manière relative. Le président de la République s'adressait à son peuple, c'est-à-dire le peuple camerounais, qui écoute avec ses oreilles et les lunettes qui sont les leurs. De manière holistique, ce que nous aurions retenu, c'est que de façon officielle, le président a choisi la mêmeté. Le président a choisi d'aller puiser dans ses vieilles marmites pour servir justement à son peuple des choses qui sont déjà connues.
On aura retenu que le président a choisi de manière globale de mettre l'accent sur la stabilité. Laquelle stabilité s'adresse justement à un contexte collectif de la nécessité d'un ordre social. Bien évidemment, dans un contexte sociopolitique marqué par des tensions, des dissensions. Nous aurons vu, même l'élection en question aura été marquée par des protestations, des contestations. Peut-être donc ça peut justifier cette continuité. Pourquoi avoir choisi de mettre l'accent sur le rehaussement de l'unité nationale en mettant justement une insistance sur la nécessité de légitimer le pouvoir central. Et c'est là justement que, en écoutant le petit peuple, quelques premiers instants de séparation peuvent s'observer, c'est-à-dire en termes de éloignement entre ce que le président dit et le ressenti collectif. Et en écoutant le peuple, certains justement estiment que oui, le président, par exemple, lorsqu'il choisit de légitimer le pouvoir central, avec le contexte que nous avons essayé de décrire là, c'est-à-dire une élection qui, quoi qu'on dise, aura finalement été marquée. Le grand frère Massouk a parlé de, finalement, un style qui est propre, finalement, quelqu'un qui aurait filé à la gambienne. C'est la figure emblématique qui représente cette contestation qui n'aura pas été singulière. Il faut quand même dire que celui qui a filé à la gambienne était suivi, on peut le dire comme ça, parce que le patriarche le disait, à la fin c'était 53%, comme pour dire que ce n'est plus comme les autres élections, quoi qu'on dise. Et la forte contestation des résultats par l'opposition est un élément qui peut justement attester de ce que nous avons, conviés à ce débat, essayer de promener notre regard. Beaucoup pensent qu'ils sont inquiets parce que en légitimant le pouvoir central justement, c'est dans ce discours une façon pour le président d'encourager quelques acteurs de ses collaborateurs qui, d'un certain point de vue, rament plutôt à contre-courant. Parce que le président se positionne comme celui qui a apporté la démocratie et qui voudrait d'ailleurs justement que l'histoire retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et qui a conçu la démocratie camerounaise. Nous sommes dans un contexte où justement, en écoutant le président, certains ont vu que ça va donner, on va dire comme ça, une sorte d'encouragement à ceux qui choisissent la logique de l'État militaire où la répression tout azimut est le principal instrument de légitimation de ce pouvoir, alors qu'en réalité, il y a tous les outils, parce qu'on aura également retenu, en appelant à l'unité nationale, le président d'ailleurs a convié, on va dire, tous les acteurs, quel que soit, qu'ils soient du haut ou du bas, à mettre ensemble leurs forces pour le développement. Ce qui suppose que tous les Camerounais ont chacun une modeste contribution à apporter. Parce que dans la vieille marmite que j'ai convoquée tout à l'heure, le président a semblé lui-même dire qu'en réalité, on est dans la continuité parce que depuis qu'il est là, donc en 3 ans, il travaille et de son point de vue, les résultats sont là. Et de ce point de vue, le président l'a clairement dit, nonobstant les quelques manquements vraiment qu'on peut observer, les résultats sont là, ils sont effectifs. Maintenant, le problème, c'est la congruence entre le discours présidentiel, donc quand on entre dans une analyse de contenu, et justement le ressenti collectif. Et vraiment, Muriel, je vous assure, quelques-uns ont dit, est-ce que la légitimation du pouvoir central n'est pas un élément qui va justement encourager cette logique au lieu de la forte démocratisation qui fait qu'il faut écouter tous les sons de cloche, quel que soit le domaine, même parlant des élections. Parce que même dans les mots du président lui-même, il y a une nécessité de construire un consensus social. L'expression n'était pas le même, mais le président l'a clairement indiqué. Et la construction de ce consensus social, ça ne peut pas se faire par cette répression tout azimut, qui est un instrument qui est perçu chez certains comme l'élément qu'on choisit de mettre en avant pour légitimer le pouvoir central, alors que les vrais outils sont les véritables leviers du développement qui peuvent
pour justement favoriser la volonté générale. D'accord, on rappelle quand même le lancement du président de la République à l'appel l'unité nationale, faire taire également les discours de haine et les replis identitaires qui menacent les fondements du pays. François Bikoro, un discours oui, mais qui a des perceptions divergentes. Moi, je n'ai pas pitié de Paul Biya. C'est lui-même qui a décidé de rempiler et les Camerounais lui ont donné le pouvoir depuis le 6 novembre 1982. Mais je retiens quand même que le seul gouvernement qui était entièrement RDPC part du 6 novembre 1982 jusqu'en 1992. Le président avait tous les leviers pour permettre à ce que le pays avance et le pays a avancé. Jusqu'à ce que la conjoncture internationale est arrivée en 1990. C'est pour ça qu'il a rappelé la conjoncture internationale. Et en face de lui, il y a des acteurs politiques qui certainement, mus par une absence de programme, de programmation et même des leviers leur permettant de remplacer M. Paul Biya, sont allés convoquer d'autres leviers. L'un des leviers, lui-même il l'a cité tout à l'heure, c'est le levier de la conjoncture internationale. Je n'y reviendrai pas, vous connaissez Boko Haram, vous connaissez ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Vous connaissez comment les gens font un concubinage incestueux pour faire en sorte que le pays n'avance pas. À l'intérieur du pays, les gens ont donc compris que pour attraire au pouvoir, qui n'est pas suprême, parce que le président Paul Biya est assez bien ancré, ils ont commencé à inventer des choses pour leur permettre d'avoir des porosités pour entrer dans le pouvoir. Les gens ont convoqué un tribalisme à outrance. Vous voyez, quand il y a un gouvernement, au lieu que même les gens qui disent qu'ils sont de l'opposition, au lieu qu'ils comptent les expertises et les expériences à même de nous faire avancer, ils comptent les tribus. Les tribus. Après les tribus, quand ça ne marche pas, puisque le président Paul Biya n'a jamais gouverné avec une tribu, ça on peut le lui dire, on peut le lui reconnaître, ils vont vous convoquer les cosmogonies spirituelles. Il n'y a pas assez de musulmans, il n'y a pas assez de chrétiens dans ce gouvernement. Ça c'est le plus compliqué. Quand ça ne marche pas, ils vous prennent les éléments spatiaux. Ils vous disent qu'il y a très peu de gens du Grand Nord, très peu de gens de l'Ouest, très peu de gens du Grand Sud. Quand ça n'a pas marché, ils vont vous convoquer d'autres choses, à savoir qu'il y a très peu de femmes, il y a très peu de jeunes. Ça devient compliqué. Ils sont allés plus loin jusqu'à compter les francs-maçons qui sont dedans, les Rosicruciens, les animistes et autres. Donc depuis 43 ans, M. Biya a essayé tout cet attelage. Et je crois que c'est terminé. Ça n'a pas marché. Puisque ça nous a amené à cette situation dont le président fait allusion. C'est pour ça qu'il dit que moi, je n'ai pas pitié de lui. Mais je le comprends. Quand je vois la CAN aura lieu aujourd'hui. Vous vous souvenez de cette phrase? La CAN aura lieu aujourd'hui. Est-ce qu'elle est très différente du prochain jour? Le gouvernement sortira. Ces prochains jours que certains trouvent long. Hein? Non, puisque prochain jour, c'est 24 heures fois plus 24 heures, plus 24 heures, plus 24 heures. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que est-ce que le nombre de 24 heures va suffire pour qu'enfin M. Paul Biya nous fasse un gouvernement qui ne soit pas conséquent des relances identitaires, des concubinages incestueux avec l'étranger pour mettre notre pays à feu et à sang, des histoires de musulmans, chrétiens, Grand Nord, Petit Nord et tout ce que vous voulez. Il est temps qu'enfin on fasse un gouvernement de gens qui sont venus pour travailler et pour rendre possible la mission qui leur a été confiée dans ces discours, à savoir que le panier d'aménageurs, à défaut d'être rempli, qu'il soit fourni de temps en temps sur la table. C'est ce type de gouvernement qui est le plus compliqué à faire. C'était plus facile dès qu'on fait un gouvernement. On dit Union nationale. On compte le nombre de Mameloukais, le nombre de Gbeti, le nombre de ceci. Tout le monde est content. On repart, mais personne n'a pas une mission précise en dehors de représenter soit sa région, soit son village, soit sa tribu, soit la position géopolitique qu'il a. Le gouvernement que nous on attend là, c'est celui que le président a bien dit ici, avec une mission précise. La paix, la stabilité, la sécurité, elles sont déjà faites par un parti politique qu'on appelle l'armée, les forces de défense et de sécurité. Mais il y a toujours des chapes qui nous empêchent d'avancer chaque fois qu'on veut y aller. Et ça, c'est très difficile. Et c'est là que je reviens à ce que nous avait fait, le coup que nous avait fait pour la CAN, qui avait été renvoyé plusieurs fois. Quand on s'était un peu fâché, il a fait la même chose. Il est venu à la télévision. Il vous a dit quoi? La CAN aura lieu aujourd'hui. Ça, c'était 24 heures, mais il y avait un mot dit. Maintenant, il revient encore, puisque vous attendez le gouvernement. Il vous dit, le gouvernement aura lieu dans les prochains jours. Et les gens ont commencé à compter le nombre de jours. On a dit prochains jours. Même en 2034,
S'il y a un 24 heures sur les 365 jours de l'année 2034, nous serons toujours dans il y les a prochains toujours jours. dans les prochains jours. Comment? Mais ce qui me rassure, c'est que la CAN a eu lieu, vous le savez très bien. Aujourd'hui, Je crois que le gouvernement aura aussi lieu Mais il y a aujourd'hui. quand même eu glissement, hein, patriarche. Je n'ai pas parlé de glissement, j'ai dit la CAN devait avoir lieu à une certaine année. Elle n'a pas eu lieu et le président vous a dit la CAN aura lieu aujourd'hui. Est-ce que le jour là, ce n'était pas un jour dit? Le jour où la CAN a eu lieu, et on a vu tout le monde ici comment le pays était radieux. Le président vous dit encore, on n'annonce pas un gouvernement. Le gouvernement a été annoncé, oui ou non? Il a été annoncé. Et il vous dit, dans les prochains jours, les exégètes du président de la République, ceux qui interprétaient mal ces discours et faisaient en sorte qu'il n'y ait pas cette adhésion populaire qui permet à ceux qu'on comprenne la boussole du président de la République, sont encore revenus pour dire qu'il faut compter les jours. Eh bien, on a déjà compté. et finalement, pour sortir, patriarche, est-ce que Pour vous trouvez les sortir, Camerounais trop la impatients? seule assurance qu'on a là, et ça me gêne beaucoup, parce que le président a dit beaucoup d'autres choses. Oui. Le 6 novembre, le président avait dit, et Amasoka vous l'a rappelé, l'ordre Régnera. On n'a pas besoin de compter les jours ou les heures. L'ordre règne dans ce pays. Oui ou non? Maintenant, le président, au lieu qu'on lui parle de la panel aménagée et tout ce qu'on veut, on lui dit on veut un gouvernement. Parce que le gouvernement avait une autre mission. Faire les fêtes au village, avec les bœufs, les trucs, et après, plus rien. Le président attend, donc il observe. Et quand on connaît le magistère de la gouvernance de M. Paul Biya, depuis le 6 novembre 1982, vous savez que la pression est la seule chose qui n'atteint pas le président de la République. C'est plutôt l'opportunité. Attendons de voir si on gagne la CAN. On attend de voir si on gagne la CAN. J'ai dit attendons Mais de vous voir. n'avez pas répondu. Est-ce que vous pensez que les Camerounais sont trop impatients? Non, les Camerounais ont le devoir et le droit d'être impatients. Le droit parce que c'est eux qui ont choisi un président de la République avec une mission. Le devoir, c'est que leur impatience ne va s'amenuiser que si aussi eux-mêmes ils posent leur propre devoir. On dit que le panel aménageur n'est pas assez rempli. Est-ce que de vous à moi, on peut s'interroger si M. Firé paie ses impôts chaque 15 du mois? Est-ce qu'on peut s'interroger si, comme M. Firé l'a dit tout à l'heure, celui qui l'emploie paye le juste salaire qu'il doit lui donner? Il y a un certain nombre de contingents dans une nation qui font en sorte qu'avant de revendiquer quelque chose, Comme il faut quoi, vous poser les vous droits, la bonne mais question de surtout savoir des si vous devoirs. l'avez fait. Nous, on a pris l'engagement D'accord. dans votre plateau ici de dire la vérité au président de la République. Et le président de la République nous dit, je suis dans la vérité. La vérité, c'est que si vous cotisez, on va construire les routes. Si vous ne cassez pas, on ne va pas reconstruire, on va continuer à construire. Si vous ne mentez pas, on ne va pas se tromper sur les objectifs et les aspirations populaires. Interrogeons-nous donc si les Camerounais sont mus par ce type de prolongement qui voudrait qu'on aide le président de la République à avancer. La conjoncture internationale, parlons-en, pour terminer. Moi, je suis de ceux qui, pendant 20 ans, ont parcouru l'Afrique et le monde pour demander que le franc CFA s'en aille. Pourquoi vous n'en faites pas le débat? C'est une conjoncture internationale. Qu'on n'appelle pas le débat. Je suis de ceux qui pensaient, comme les Français l'avaient dit en son temps, qu'ils n'ont jamais été aussi heureux que pendant l'occupation allemande. Les débats sur des contingences internationales, la démocratie est montée, elle est descendue, le code électoral et tout ça, c'est bon, parce que ça permet des haltes qui permettent de revoir la machine. Mais la machine elle-même vous dit qu'il faut le carburant. Le président de la République a déjà dit qu'il s'empare de la Sonara, il s'empare de l'énergie électrique. Ce sont des choses sur lesquelles les gens doivent prendre le président de la République au mot. Mais ils pensent au gouvernement, c'est pour cela qu'il a introduit l'annonce du gouvernement. Ça au moins c'est déjà quelque chose. Nous sommes sûrs que le gouvernement sera certain, il aura lieu. Mais moi je vous dis, connaissant M. Paul Biya, chaque acte que vous poserez dans le sens de lui donner une injonction sans avoir payé les impôts, les prochains jours seront effectivement jour après jour. D'accord. Alain Masoka, vous êtes expert en communication. Quel est le message central, au-delà des différentes annonces faites par le président de la République, qu'on peut retenir réellement de cette adresse-là? Non, je crois qu'on l'a dit. Le président est constant dans une perspective claire. C'est celle du développement qui doit varier vers la prospérité. Vous savez qu'il a deux leitmotivs qui lui tiennent particulièrement à cœur. Elle a dit justice et prospérité. Dans la justice, il faut effectivement apporter tous les rééquilibrages nécessaires. François parle d'un ensemble de comptes courants, de soubresauts. Ça, il faut le redire, il faut l'indiquer clairement. D'ailleurs, j'ai entendu M. Firé tout à l'heure dire trois choses qui m'ont un peu ému. Il parle de mêmeté, il parle de ressenti, il parle de consensus.
M'émeuter, j'ai envie de lui dire non, pas vraiment, parce qu'en termes de message, vous voyez bien qu'il y a des évolutions Tout à fait. sur des perspectives, sur les messages. D'ailleurs, actuellement, l'innovation particulière, n'est-ce pas, c'est l'ancrage sur la jeunesse, c'est l'ancrage sur les femmes. Ça ne peut plus devenir la m'émeuter dans la mesure où la femme et le jeune, c'est quand même deux symboles extrêmement importants de la prospérité. La prospérité d'abord dans la procréation. Si les jeunes ne sont pas véritablement influents dans le dispositif, ça peut perturber les prospectives. Si la femme n'est pas prise en charge, on peut également perturber la procréation. Donc je veux dire que mettre l'accent sur cet ancrage-là qui fait de la femme et de la jeunesse deux instruments, deux leviers de prospection, deux leviers de projection, en politique, c'est fondamental parce que nous sommes dans les perspectives de cadrage structurel 2030, 2035, c'est pas quoi d'autre. Non, il faut mettre l'accent là-dessus. On ne peut pas parler de m'émeuter, Méphiré, si on veut mettre quand même l'accent sur vous les jeunes. Méphiré est un brillant enseignant dans le domaine des sciences sociales, nous le savons, mais j'ai envie de lui dire que il va falloir que tous les efforts soient faits pour que ces congénères puissent entrer dans cette dynamique. Vous n'avez pas oublié la réalité qu'on a vécue avec la contestation de ces jeunes titulaires de doctorat. Je pense que se projeter sur l'avenir, se projeter sur la durée en mettant, en faisant, je veux dire quoi, en mettant l'accent sur le levier de la jeunesse, c'est fondamental. Il y a d'ailleurs un point extrêmement important sur la jeunesse qui est extrêmement, j'ai envie de dire quoi, à retenir. Lorsque le chef de l'État parle de la jeunesse, il parle également de la qualification, il parle également de la méritocratie, parce qu'il ne s'agit pas d'aller prendre tout le monde, tous les jeunes, et puis faire ci ou ça. Il parle sans doute, n'est-ce pas, d'une régénération qui sera progressive, mais qui est une régénération elle-même qui est passée par la socialisation professionnelle, la socialisation des savoirs et des savoir-faire. Il ne s'agit pas de prendre j'ai pas envie de dire, des personnes qui n'ont pas qualité, qui n'ont pas compétence, pour pouvoir entrer dans cette dynamique de renouvellement de la classe dirigeante. Non, c'était un point extrêmement important. Ça veut dire que, d'ailleurs, je vais plus loin sur cette analyse pour dire que lorsqu'il passe du Fonds spécial de l'emploi aujourd'hui à 50 milliards, au-delà, sous réserve des questions de gouvernance plus tard, parce qu'il faut bien regarder comment cela sera utilisé, je crois que le chiffre, je crois, entre quelques années, c'était de 2 milliards, 3 milliards. Tout à fait. Bon, aujourd'hui, on est à 50 milliards, ça veut dire qu'il y a quand même une projection extrêmement importante. Il y a une évolution statistique qui montre bien la volonté politique qu'on essaie de mettre en place. Donc, c'est des signaux qui nous enlèvent de la m'émeuter, qui ne peut pas devenir, je vous renvoie votre terme. Maintenant, vous parlez de ressenti. Non, le ressenti, et c'est là où François a été un peu plus clair. Le ressenti, finalement, c'est lequel? Est-ce que c'est des ressentis avec des relents ethniques? J'ajoute ethnofascistes. Est-ce que c'est des relents, j'ai envie de dire quoi, de clientélisme? Il y a un point qu'on ne dit pas beaucoup. Vous savez, le dernier septennat, vous avez bien observé le phénomène de la nuit des longs couteaux. Dans le septennat, je dis toujours cela, il a été très perturbé parce que les gens ont mis dans leur tête une perspective dans laquelle le président actuel devait aller au terme de sa mandature. Mad leur a repris parce qu'il y a un ministre de ce gouvernement qui a, dans une perspective proactive, encouragé, anticipé, le ministre Yeba ici, que depuis 2002, qu'on puisse envisager une recandidature du président Paul Biya. Je vais vous dire, vraiment, au minimum dans la dernière ligne droite du dernier septennat, quasiment les gens ne travaillaient plus. Les gens se faisaient des projections, parfois généralement nombrilistes, narcissiques. Les gens se positionnaient dans la perspective où M. Biya ne sera plus là. Ils vont contrôler toute l'architecture du sérail. Suivez mon regard. Regardez les agissements, regardez les actes qui ont été posés par certaines structures gouvernementales. Les gens n'ont pas beaucoup travaillé minimalement dans la demi-moitié du dernier septennat. Alors je crois que en remettant la balle au centre, les choses reviennent à la normale. Remarquez d'ailleurs dans ce fin de septennat comment on a voulu utiliser la présidentielle comme une poudrière. Certains acteurs d'ailleurs qui étaient de ce dispositif étaient en première ligne, en première loge, n'est-ce pas, de créer carrément la rupture. Donc j'ai envie de dire qu'en termes de ressenti, M. Méphiré, il faut faire très attention avec les psychologies des uns et des autres. Comme François disait, vous ne savez pas ce que chacun a dans sa tête. Je ne suis pas très sûr que chacun a dans sa tête l'avenir de ce pays.
Je ne suis pas très sûr. Parce que entre vouloir faire de l'entrisme, avoir, j'ai envie de dire quoi, un portefeuille, avoir un strapontin de que je ne sais pas moi quoi, et la réalité de Mokolo, la réalité, je ne sais pas moi, de soi, il y a une très très longue rupture, il y a un très grand fossé. Donc faisons très attention avec les questions de ressenti. J'ai le sentiment que c'est un peu de la phraseologie. Maintenant, quand vous parlez de consensus, évidemment, puisqu'on parle d'ensemble, quand le chef de l'État parle, regardez le terme ensemble, ça veut dire que de toute façon, vous ne pouvez pas développer une activité, vous ne pouvez pas développer un projet de société dans un contexte de tourbillon, ce n'est pas possible. Il faut assurer le calme, la sérénité, pour permettre que les projets puissent être enclenchés, puissent se dérouler et puissent atteindre des objectifs. Donc je pense que le terme vérité est un terme qui s'applique précisément aux constances, qui sont des constances qui sont tournées vers les préoccupations des Camerounais et l'intérêt général. Le frère Habaka, pour enchérir. Oui, j'entre par la sortie de Monsieur Amasoka en disant que, je me souviens, c'est aux enfants qu'elle parle en terminale, on demande aux enfants, existe-t-il la vérité ou des vérités? Et les enfants, de façon dialectique, abordent justement le sujet. Donc, la vérité est-elle universelle? C'est également une formulation. Et des enfants qui s'initient au raisonnement apprennent déjà justement la démarche dialectique. Donc, c'est de ce point de vue que nous insistons et nous persistons à dire que minimalement, les instruments qui sont les nôtres consistaient justement à mesurer justement, on va dire, le discours présidentiel avec, je reprends le mot, le ressenti collectif, bien évidemment, puisque nous-mêmes nous avons posé la question, est-ce qu'il existe la vérité ou des vérités? Nous disons donc il y a pour le moment au Cameroun donc des vérités. Donc il y a une bonne partie du Camerounais qui pense justement que il y a un éloignement justement entre le discours présidentiel et les vécus populaires. Parce que on a pris ce cas. Lui-même, il a dit, c'est pas la première fois que le président de la République parle d'un plan qui est spécifique pour justement l'emploi jeune. Parle précisément même simplement de l'emploi. Mais on observe que l'autre mandat vient de s'achever. 7 ans après, le même, ça revient aujourd'hui. Et c'est qu'on peut quand même dire ce que vraiment peut-être le président ne peut pas le dire comme nous, puisqu'il défend son bilan. On observe quand même que le chômage jeune reste vraiment ambiant, il reste criard. Ce qui veut dire que il faut interroger les autres plans qui ont déjà été mis à ce point. C'est pour ça que nous, on a choisi d'écouter les jeunes de Mokolo, les jeunes à l'université, un peu partout. Beaucoup, dès que le président a prononcé la rondelette somme de 50 milliards, la plupart ont plutôt crié en estimant que voilà encore 50 milliards qui sera débloqué pour que on n'appelle pas des grands découpeurs, mais pour que certains acteurs de la gouvernance se partagent ça. Et au bout du compte, peut-être 7 ans après, on reviendra parler de la question de l'emploi jeune qui reste, quoi qu'on dise, un élément préoccupant. Parce que pour le cas du Cameroun, la jeunesse est la couche de la population la plus représentative. Statistiquement, si on se réfère au Cameroun, actuellement, c'est le BUCREP qui est l'organe qui est en charge justement de nous donner des données scientifiques sur la démographie camerounaise. Lorsqu'on consulte justement les éléments de la dernière cartographie, justement sans au Cameroun, puisque le dénombrement tarde toujours à venir. Et c'est un problème. C'était un problème, Muriel. Rien que pour ça, on aura fait 3 formations, rien que pour la cartographie. Finalement, on a fait la cartographie depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Le dénombrement n'arrive pas pour que on sache finalement nous sommes combien. Mais ce qu'on retient quand même, c'est que d'après les derniers chiffres, la jeunesse reste la couche la plus représentative. Et lorsqu'on parle d'emploi jeune de façon éternelle, on peut quand même dire qu'il y a un problème. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de cet éloignement. Parce que beaucoup de jeunes n'auront retenu que la somme de 50 milliards. 50 milliards. À quoi va servir 50 milliards? Beaucoup pensent que les gens vont se partager et à la fin, on va encore peut-être faire lire un autre discours. Le patriarche parlait tout à l'heure du futur discours, celui que le président va adresser à un public cible bien précis cette fois-là. Ça sera la jeunesse. Et les jeunes sont ceux qui se plaignent le plus. Vous avez vu, Muriel, même sur votre plateau, je suis entré par ça. De nombreux jeunes pensent que, oui,
On peut le dire que grâce au président de la République, on aura eu la loi d'orientation de 2023 pour ce qui est de l'université. Le livre blanc existe depuis des années. Vous prenez rien que ça. Voilà 2 instruments qui ont mis sur pied des règles, des lois qui ne sont peut-être pas parfaites, mais vous avez quand même des citoyens qui sont formés pour comprendre que même lorsque les lois ne les arrangent pas, même lorsque les lois sont injustes, il faut d'abord respecter les lois qui existent en l'État. Ces lois existent et les gens disent que mais voilà, appliquez d'abord au moins ceux qui existent. Comment expliquer que parlant de ces jeunes, même lorsque quelques emplois sont créés, ils sont des sous-emplois, ils sont précaires, alors que, Muriel, il y a justement des règles qui demandent simplement à être appliquées. C'est à cet instant qu'on peut justement voir ce fossé entre le discours présidentiel et les véritables vécus, si nous avons choisi pour premier exemple les jeunes. Et cela peut aller au-delà justement de la jeunesse pour toucher justement toutes les couches de la population camerounaise. C'est à partir de cet instant justement que les mots ressentis ou même été vraiment n'ont aucun problème. Et justement, le président a dit la vérité. Donc nous aussi, à notre niveau, nous voulons dire la vérité parce que Muriel, nous avons dit, au-delà de tout ce qu'on peut dire, nous avons parlé de l'élection, il y a eu des contestations, mais nous sommes parmi les acteurs qui enseignent aux autres que ce qui a été fait, mais à l'instant, finalement, ceux qui sont là et comme nous sommes sur une télévision républicaine, on doit respecter, comme on dit, la République avec les règles qui existent en l'État. Mais pour cela, il faut aller vers une véritable la République, parce que la République, comme on dit, c'est la chose qui appartient à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut écouter tous les acteurs. Et nous, on a insisté même à dire que même si on avait le président en face, on dirait au président que même ceux qui choisissent d'autres voies, le président dit que c'est la démocratie. Il faut justement écouter tout le monde. Quand les gens contestent, et c'est davantage là, je sors par là, nous on pense que même un nouveau gouvernement, vraiment, ne va pas forcément changer le système. C'est le système qui fait problème. C'est le système qu'il faut, par exemple, repenser. C'est peut-être là où les gens n'aident pas suffisamment le leader central, en permettant d'avoir des instruments qui peuvent permettre justement de réajuster plutôt le système et non de passer éternellement aux hommes pour qu'on soit éternellement dans la plutocratie. Et effectivement, quelques solutions, pourquoi pas me faire Abaka. François Bikoro, beaucoup d'annonces de la part du président, un septennat focalisé sur les femmes et la jeunesse. Une grande annonce. Par ailleurs, ce plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes avec une provision de 50 milliards de francs CFA, mais au sein même de cette jeunesse-là, on pense au système, à des projets d'attente, mais qui n'ont pas vraiment abouti. Beaucoup de craintes quand même. Moi, je vois le pays, le gouvernement, la société comme un fagot de bois. On fait des débats sur la manière d'attacher le fagot de bois. C'est ça le problème de notre pays. On est en train de débattre sur comment on va attacher le fagot de bois. C'est important parce que, tel que vous attachez le fagot de bois, ça dénote la distance qui est entre la forêt et là où le bois va s'arrêter. Ça peut même renseigner sur ce qu'on va faire avec ce bois. Mais au départ, il faut d'abord avoir le bois. Depuis 1990, on fait un débat sur comment attacher le fagot de bois. Vous vous dites qu'il faut brûler. Nous avons fermé le port de Douala pendant 18 mois. Vous dites que vous êtes des intellectuels, vous devez savoir que tout ce que vous subissez aujourd'hui, c'est parce que vos parents ont fermé la porte d'entrée de 6 pays d'Afrique centrale qui payent COPEC pour passer par notre colade. Nous, on doit vous dire la vérité. C'est pour ça que le président de la République vous dit la vérité. Nous avons appelé Boko Haram pour venir au Grand Nord, sur la base de Grand Nord, musulmans, chrétiens, tout ce que vous voulez. Un concubinage incestueux avec l'extérieur. Nous devons savoir tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est une conséquence. Vous avez dit que les anglophones, une tribu que je ne connais pas, ne mangent pas bien avec les francophones. Vous avez eu le nord ou le sud-ouest. Vous êtes des intellectuels. Vous débattez sur des choses qui n'ont rien à voir avec le vécu quotidien. Vous aurez dû leur dire qu'il y a la Syrie, il y a la RDC à l'est, et il y a la zone des Bakassi. Donc Dieu a pourvu tout ce qui fait modernité dans le monde entier. Si vous leur expliquez comme ça, le sentiment de patriotisme, au lieu de remplacer vous allez quoi, même quoi là? Une histoire, voilà. Votre rôle, c'est de rester focus sur ce pourquoi vous êtes important à la République. Deuxième chose, quand on dit jeunes, qui vous a dit que c'est les jeunes diplômés d'enseignement colonial, supérieur colonial? Personne ne l'a dit. 85% des jeunes qui participent. Non, je vous dis 85% des jeunes qui participent. Dans l'environnement que j'ai décrit tout à l'heure,
ne sont pas des jeunes diplômés d'enseignement supérieur. Oui. C'est pour eux que nous, on va travailler maintenant. Parce que vous avez du retard à la démarche. Pour la jeunesse. Vous recopiez trop les syllogismes langagiers de l'extérieur. Au lieu d'avoir une appréciation du vécu. Moi, j'ai dit en tant que journaliste, et je l'ai dit à ma fille ici l'année passée, que ton rôle, c'est, quand tu fais tes plateaux, de permettre à ce que les gens soient édifiés. Dès que tu constates que quelqu'un vient te parler du code électoral, l'élection est terminée, il faut le mettre forclos. Le jour où on va parler du code électoral, tu l'appelles. Appelle un médecin pour parler de comment il faut se laver, que l'enfant doit laver les mains avant de manger. Qui vous a dit qu'un pays se construit avec le président de la République? Moi, je suis un peu surpris. C'est vous qui travaillez, le président de la République est un chef d'orchestre. Dès qu'il y a quelqu'un qui ne punit pas bien son violon, la musique ne passe pas bien à l'oreille, c'est ça qu'on appelle ressentir. Moi, je pense que le président de la République vient de dérouler une feuille de route. Les jeunes, dans les éléments langagiers, doivent permettre à ce que le président comprenne quelles sont leurs aspirations. Et il ne faut pas que vos aspirations soient collées aux nôtres. Nous sommes des adultes, nous devons nous demander pardon chaque jour. Dès qu'on se met en retraite, on commence à dire qu'on va penser à la construction de notre pays. Quand vous étiez dans ces affaires-là, pourquoi vous n'avez pas pensé à la construction du pays? Il y a des gens qui sont à Kondengui aujourd'hui qui vous disent qu'il y a les cafards à Kondengui, alors qu'ils étaient en posture, quand ils étaient en fonction, de régler les problèmes de salubrité à Kondengui. C'est ce genre de personnages qui ne doivent pas, que nous ne devons plus voir dans le gouvernement de M. Paul Biya. Vous devez être attentif que le gouvernement qui va sortir, il faut donner des éléments d'appréciation au président de la République, qui assis aujourd'hui se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour que, enfin, on décolle avec des gens qui sont avec moi? Pas des gens qui passent 24 ans avec vous et viennent vous envoyer une soirée à dormir debout de, ils ont appelé ça comment? Bon diable. C'est-à-dire, ils créent un autre syllogisme que vous ne pouvez pas enseigner à vos enfants à l'école, puisque diable c'est diable, il n'y a pas de bon diable. Vous êtes tous tombés dans ses pieds, dès que ça l'a attrapé, il est parti se promener ailleurs, au lieu de tirer les leçons. La vérité, c'est qu'il vous a menti. C'est ça la vérité. Et je pense donc que l'autre vérité, c'est que, étant donc des grands scientifiques, comme vous le dites, vous devez renseigner le président en lui disant que quand on construit un port en eau profonde à Kribi, ce port en eau profonde, c'est lui qui va booster et régler tous les autres problèmes s'il est bien utilisé. Vous devez dire au président de la République que les milliards dont vous avez endetté le Cameroun pour faire le port de Kribi, pour régler les milliards qui s'engouffraient au draga du port de Douala, si ce port a des voies de sortie, il y aura beaucoup de clients internationaux, les conteneurs vont vite passer, et en payant les impôts et les droits de passage, on va construire des trucs sociaux. Mais il faut lui dire que ce port n'a pas dessus. Quand vous prenez un conteneur 15 minutes au port de Kribi, vous en avez pour 9 heures de temps pour arriver 87 km après. Vous venez lui parler de code électoral. Les gens qui n'ont pas changé leur syllogisme, ce sont les acteurs politiques. Dans leur captation du pouvoir de Yaoundé. Ils ont utilisé le tribalisme, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont utilisé tous. Ils sont allés jusqu'en Europe occidentale pour dire que vraiment ça ne va pas, mieux on ferme tout. Ce sont ces choses, et malheureusement ce sont les jeunes. Les brigades anti-quoi là, je crois que ça doit être, je n'ai pas encore vu un vieillard là-dedans. C'est pour cela qu'on vous dit, il y a un discours qui a eu lieu. En tant que chef d'orchestre, il a frappé du poing sur la table. Vous avez encore la chance que les jeunes, en dehors des jeunes ruraux, il y a des jeunes dans l'armée camerounaise, force de défense et de sécurité, qui ne se comportent pas comme vous. Et ils sont au front, ils donnent l'espérance à l'ensemble du peuple camerounais en travaillant sans s'occuper de ça. C'est les acteurs politiciens qui manquent à l'appel, qui nous tirent par le bas, qui expliquent les choses à l'envers. Et c'est pour ça que nous pensons que les membres du gouvernement, du prochain gouvernement, excusez-moi la tautologie, les Camerounais savent ce qu'ils attendent de ce prochain gouvernement. Les Camerounais ont même la liste des gens qui ne doivent plus figurer dans ce gouvernement. Mais dans notre hypocrisie cognitive, comme il y a eu je termine par là, il y a eu l'opération impériale, les Camerounais ont dit il faut régler ce problème. Dès que le président attrape quelqu'un, on dit ça va, prochain ça doit être tel, prochain ça doit être tel. Les gens vous ont même dit qu'ils comptent le nombre de tribus qui sont à Kondengui, ils ne voient pas les tribus des autres, ils ne voient que leurs tribus. Quand vous êtes chef de l'État, vous écoutez l'opinion. Mais je dis que quand on a déjà dit jeunes et femmes, comme Amasoka l'a rappelé, le cap est déjà tracé. Il y a deux images qui doivent sortir de là.
Oui. Des gens qui sont spécialisés dans des questions de jeunesse. On ne peut pas comprendre que 50 milliards se trouvent et on vous dit qu'on n'arrive pas à maturer les projets. Ça veut dire que les gens qui forment les jeunes ne doivent plus se retrouver dans ce gouvernement parce qu'ils forment mal les jeunes. C'est important. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même difficile qu'on retrouve un secrétaire d'État chargé de la jeunesse qui a 70 ans. Il y a un problème. J'ai deux images. Mais les femmes ont et n'ont pas de problème. Qu'elles soient jeunes, qu'elles soient mamans, ce sont des femmes. Maintenant, nous sommes des Africains. Nos gouvernements africains ont toujours été le gouvernement des femmes et des jeunes. Mais il faut que les jeunes et les femmes ne tombent pas dans le piège de la gestion de nos foyers à l'aune de ce que les Occidentaux enseignent à la télévision et autres. Les femmes ne parlent pas quand l'homme parle sous l'arbre. Les jeunes ne discutent pas publiquement avec leurs parents. Les jeunes apportent la joie s'ils passent à leurs examens, s'ils ne trichent pas, s'ils ne restent pas dans les bars avec les seaux de bière avariés à milieu d'intérieur. Dites aux acteurs de la société civile de cesser de nous bassiner les oreilles avec les critères de convergence, comment aimer son pays, les critères de divergence, comment haïr son chef d'État, est dicté par des gens qui ne sont pas des Camerounais, et nous réussirons ensemble. Voilà qui est dit, patriarche Alain Amasoka. Beaucoup d'annonces qui font débat. On prend par exemple cette réhabilitation des axes routiers dégradés, un programme spécial de réhabilitation des axes routiers dégradés et de construire une nouvelle route qui sera lancée cette année, annoncée par le président. Des questions qui font également beaucoup parler au sein des populations. Oui, on l'a dit, je le redis moi aussi, et avec emphase. Le mot inducteur, c'est vérité. Le mot inducteur, c'est vérité. Vérité ou les vérités, il faut l'exprimer dans toutes ses formes. C'est ça qui est fondamental. Parce qu'effectivement, quand je regarde, quand j'écoute avec beaucoup d'amusement, de délectation, les images qui sont développées par François, je suis très impressionné, effectivement. Je suis très impressionné. Avant de répondre à votre question concernant l'infrastructure, vraiment, on en dira sans doute sans en terminer, mais permettez-moi que je puisse encore insister sur la question de la jeunesse. Alors, le plan de promotion emploi jeune de 50 milliards, je vous ai parlé de l'ancien, je crois que c'était 3 milliards. On n'a pas fait le bilan. Maintenant, on est à 50 milliards. François vient d'indiquer clairement, et ça je le retiens tout de suite, le problème, au-delà de la mobilisation des ressources, c'est comment on la gère, cette ressource. On va donner des possibilités aux jeunes. Est-ce qu'on réfléchit beaucoup sur la dimension de la formation? Parce que, vous allez entendre, et c'est ça, c'est un peu ce malentendu, n'est-ce pas, qui se gangrène, qui se métastase, et puis après, vous avez le sentiment que après ça s'évapore, la ressource précieuse qui aurait été mise à disposition. Il faut qu'on mette l'accent là-dessus, parce que la question de la formation, c'est la transversalité. Tout à fait. C'est pas une affaire, par exemple, du ministère de la Jeunesse. Non. Je vois bien comment le ministre de la Jeunesse, Mounouna Fout, vraiment, il fait beaucoup d'efforts à mettre l'accent sur les questions de formation, mais ça peut pas être le ministère de la Jeunesse. Ça peut peut-être être encadré par la jeunesse. Je le vois, il fait des efforts de pouvoir associer ses collègues membres du gouvernement. Non. Il faut que cet argent-là mette l'accent sur la formation et tous les domaines des institutions qui sont interpellés doivent prendre la charge de cette formation. Quelqu'un l'a dit, je pense que c'est François. Vous pensez que les jeunes, ils sont nombreux à être allés à l'école? Non, ils sont plus nombreux à ne pas y aller. Tout à fait. À ne pas avoir y été. Les jeunes sont nombreux qui ne sont pas allés à l'école. Et ils constituent justement cette masse de chômeurs, de sans-emploi. Mais que pensez-vous que leur avenir deviendra? Et en plus choquant, s'ils entendent parler de ces chiffres, et puis vont rester à Mokolo, ça c'est des poudrières en perspective. Donc je crois qu'il faut mettre l'accent sur la formation. Et que la formation soit une appropriation collective de l'appareil gouvernemental. Tout à fait. Pour que dans tous les domaines, moi je connais certains domaines, je connais l'université, je connais l'agriculture, je connais aujourd'hui les domaines le foncier, mais parfois les gens mystifient ces secteurs. On ne devrait pas. Et même les mines. On devrait, les mines aujourd'hui, on devrait mettre l'accent sur une dynamique de vulgarisation de ces savoirs et savoir-faire. Pourquoi cela n'est-il pas possible? Pourquoi ne pas organiser des séances de formation, j'ai envie de dire, quand même à des courtes échéances?
Je peux vous garantir, on n'a pas d'études statistiques là-dessus, mais on est capable de le faire. Demandez à un échantillon peut-être de 100 jeunes combien sont capables de faire un business plan. Ils ne sont pas nombreux. Mais attendez, le business plan... Quoi, oui. Non, comme pour dire que l'argent qui est disposé pour la jeunesse doit être capable d'épouser les véritables besoins des jeunes, de l'acquisition à cette ressource. Et non que cela soit encore distribué à des institutions, des acteurs institutionnels, n'est-ce pas, qui vont encore une fois mystifier non seulement l'accès à cette ressource, mais en plus mystifier la gestion à cette ressource. Non, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on soit vraiment sérieux sur cette question. Donc je voulais dire que il y a cette donnée fondamentale, il y a cette problématique qu'il faut régler au préalable. Non pas avoir déposé un peu de ressources pour voir les gens qui vont venir avec des projets, et puis après c'est les mêmes personnes qui vont faire leurs projets fantoches, ils vont se servir dans la même marmite, et puis les jeunes seront toujours mis à l'écart. Non, il faut responsabiliser les jeunes dans les mesures de facilitation, les mesures de prise en charge, les mesures de formation à l'auto-emploi. Mais ce n'est pas compliqué. On ne va pas simplement aller à l'université 1 de 1 ou à l'université 1 de 2. On peut faire des formations à la carte. On peut créer des, j'ai envie de dire quoi, des formules. Moi, je suis pas enseignant. Je veux y être. Sur des clusters. Je veux y être voilà. après. Des clusters de jeunes. Mais je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, je suis d'accord avec François. Vous donnez ça à un type qui a 70 ans, je m'interroge. On vous aura compris. Hein, donnez ça à une compétence claire qui a, j'ai envie de quoi, qui a encore ces vulves-là, qui a encore cette niaque-là. Qui vit ça? Bah, vraiment, suivez mon regard, on va à la camp tout à l'heure. Qui a cette niaque? Vous voyez un peu la différence entre vraiment l'équipe de l'autre et l'équipe de l'autre. J'en ai terminé. Et ma question? Ce n'est pas bien, Mazouka. Sur l'infrastructure, mais je vous reprends, c'est quasiment la même chose. Oui. J'ai été frappé par voir une administration qui a mis beaucoup d'argent pour construire son immeuble. Beaucoup d'argent. Trop d'argent. 40 milliards, quelque chose comme ça. Oui. Attendez. On n'a pas de route. Vous construisez une administration. Les autres font comment? Les autres ministères font comment? Est-ce qu'ils ont construit chacun son immeuble, patati patata? Non, attendez. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Et dans la gouvernance, il faut instaurer l'impunité. C'est tout. La redevabilité, la comptabilité, selon les anglo-saxons. Ce n'est pas compliqué. C'est parce que les gens, ils évoluent. Je vous ai dit tout à l'heure, la dernière tranche, la dernière phase du dernier septennat. Mais c'était une phase qui était caractérisée par des réseaux de gangsters. Point. Bon, aujourd'hui, la balle est revenue au centre. Je crois qu'on a se parler les yeux dans les yeux. L'infrastructure doit être effectivement prise en charge également. Bon, on parle de l'infrastructure au niveau des villes, mais c'est même lamentable. Parce que le vrai enjeu aujourd'hui de l'infrastructure, c'est au niveau de l'arrière-pays, au milieu rural. Parce que c'est là où il y a la vraie économie. C'est là où il y a toute la production. Et chez moi, pour y arriver chez moi, je réfléchis par 2 fois pour entrer dans mon village. On parle de quelle qualité? Non, toutes les localités du milieu rural. Au village, si vous voulez. Au village, mettez les routes au village, arrangez les ponts pour que ce soit justement des ponts de desservissement, pour que la production qui est disponible, parce qu'elle peut être disponible, nous sommes des pays de production, mais j'ai envie de dire que cette production doit être écoulée, elle doit être transformée, elle doit être... Bon, écoutez toutes les transformations qui peuvent y arriver. Donc la question de l'infrastructure, elle passe effectivement par un aspect, j'ai envie de dire quoi, structurel. Bon, de plus en plus, on voit quelques signaux, quelques clignotants assez importants sur les acquis de la décentralisation. Non, il faut bien questionner la réalité et l'opérationnalité de la décentralisation. De ce que j'observe, 2 choses. Que sortir, oui. Oui, sur les postures, sur les postures des destinataires, est-ce que les collectivités ont l'ingénierie pour pouvoir, pour pouvoir déployer tout le mouvement du développement rural à travers les ressources qu'on va mettre à leur disposition? Je ne suis pas très sûr, je peux me tromper, que les collectivités soient totalement au rendez-vous de l'ingénierie. Si je ne me trompe pas, on devrait mettre l'accent sur la même problématique que je viens d'évoquer sur la jeunesse. Les collectivités doivent également être prises en charge et entrer dans l'ingénierie des savoirs et des savoir-faire pour pouvoir être capables de pouvoir booster cette impulsion du développement au niveau local. Mais en même temps, et là c'est ça qui m'inquiète, quand je regarde 2 ou 3 cas de figure, vous avez des collectivités qui reçoivent effectivement déjà, ça il faut le dire clairement, les mairies reçoivent déjà le transfert de quelques ressources, mais c'est insignifiant. Si vous envoyez, par exemple, sur la question de l'infrastructure routière, 65 millions de francs, ou 35 millions, ou 25 millions de francs à une mairie, c'est pour construire quoi? C'est pour construire quelle route? Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il faut
bien apprécier la question des paradigmes. Comment on fait pour pouvoir doter à ces mairies-là suffisamment de ressources pour permettre d'impacter cette impulsion de développement en passant par l'infrastructure que vous évoquez. Évidemment, mettez l'accent sur la gouvernance, parce que les Camerounais, ils sont pas étrangers. Donc, je veux dire que il faut bien réfléchir sur ces modèles de développement, ces modèles de gestion, ces modèles de gouvernance, pour renverser la tendance et permettre effectivement que la volonté du président de la République soit actée et matérialisée. Si on ne l'a pas fait, on va à volo. On perd le temps, on tourne en rond. François Bikoro, on parle beaucoup de ce problème de gouvernance. On a ce gouvernement annoncé dans les prochains jours par le président pour s'atteler à implémenter la politique qu'il aura donnée pour les Camerounais que nous sommes. Mais comment réellement y parvenir? Parce qu'un gouvernement y viendra, il y aura encore des remous parce que finalement, les Camerounais... Je t'ai invité il y a de cela quelques années à un sommet de l'Union africaine essentiellement consacré à la corruption. Et j'ai été édifié, j'étais accompagné par quelqu'un qui faisait beaucoup de bruit ici au Cameroun, qui fait les histoires de corruption. Mais il n'est pas venu dire ce qu'on a dit là-bas à Addis Abeba. On a dit à Addis Abeba que la gouvernance jacobine est une porte grandement ouverte à la corruption. Je vous prends un petit exemple. Il y a l'ARMP. Il y a le ministère des marchés publics. Tous sont logés à la présidence. S'ils ont une chambre à la présidence, est-ce qu'on avait besoin d'avoir 2 personnes qui entrent dans cette chambre? Deuxième exemple, pour construire un point d'eau aménagé de 800 000 ambiques dans mon village, est-ce qu'on a besoin de lancer un marché public à Yaoundé? On n'en a pas besoin. Maintenant, j'ai plutôt l'impression que, et c'est ça on revient à la formation, les gens qu'on forme quelque part à Boyage, c'est quoi pour les histoires de... NAS là? Oui, on forme des fonctionnaires locaux. On ne forme pas des gens qui viennent pour implémenter le développement local. Tous viennent là pour s'attraire au bureau et tout ça là. La décentralisation dont on fait allusion à Masoka, en fait, c'était un délestage des secteurs difficiles à poncer l'argent qu'on a préféré envoyer chez les autres. Vous allez voir que des secteurs dont la gouvernance jacobine nous a amenés, on a dit qu'on lâche l'agriculture, qu'on lâche l'énergie, qu'on lâche les nouvelles technologies de la technologie-communication. Mais on a dit garder la fonction publique. Ça, c'est la gouvernance jacobine. Donc, il faudrait que les États africains, et prosaïquement l'État camerounais, fassent un effort pour une réelle adéquation entre la déconcentration qui a des gens bien formés et la décentralisation. Nous, on avait cru, et nous commençons à continuer à le croire, qu'en l'absence des formations dont tu fais allusion, l'État des gens qui sont bien formés, qui sont dans les administrations publiques, ils sont dans les zones déconcentrées, arrondissements, départements, mais on a l'impression que c'est 2 chiens de faïence qui sont face à face. On n'a pas l'impression qu'on sert le même pays. Vous voyez une collectivité locale décentralisée à qui on donne 65 millions, mais au même moment, le délégué d'arrondissement du secteur concerné, lui, il a 350 millions, il fait quoi avec? Rien. Donc je crois qu'il faut revoir un peu cette histoire, et la décentralisation règle tous les problèmes que pose mes filles ici, problèmes politiques. Je l'avais dit dans les années 2010, que si tous ces gens qui nous empêchent d'évoluer, parce qu'ils veulent s'asseoir à étudier une seule place, sont prêts à faire mourir les gens pour une seule place, si ces gens étaient présidents de conseil régional dans leur village, on aurait réduit un temps soit peu la propension des gens à venir chercher à étudier. Donc la décentralisation règle un problème politique, c'est que ça déleste toutes les mauvaises choses qui se passent ici à Yaoundé, parce que tout le monde veut être à Yaoundé. Ça fait au moins que demain, s'il y a une situation, au lieu de venir dire au président de la République n'a pas fait ceci, on va le dire au maire, on va le dire au président du conseil régional, que on sait que tu as les moyens, on sait que tu as ceci. La question de l'éducation, la question de la santé, selon la gouvernance jacobine, a été délestée du pouvoir central. Vous savez où on forme les enseignants aujourd'hui? Dans des maisons closes, où on forme les médecins, on forme les gens du secteur de la santé, dans des maisons closes. C'est pour cela que mes filles, chaque fois qu'il vient ici, il dit au ministre de l'enseignement supérieur, pardon papa, on entend parler de ce que l'État fait. Demandez aux gens qui profiteront de 50 milliards demain.
de les délester en faisant en sorte que vous qui formatez les enfants de la République, vous formatez les enfants de la République. Vous ne formatez pas les enfants qui sont étrangers. Les mêmes moyens que l'on donne dans un lycée, les mêmes moyens qu'on donne dans une université d'État, on doit les donner et surveiller que ces gens-là mettent ces moyens à la disposition de la formation de notre pays. Il faut revoir des choses de long en large. Mais la question de la gouvernance, j'ai appris à Addis Abeba, je termine par là, que nous nous sommes complètement trompés dans la lutte contre les questions de malgouvernance. Prenons la corruption. La corruption a deux parents. Le corrupteur et le corrompu. Ils ont un oncle maternel, l'enrichissement illicite. Mais quand vous voyez les choses se passer ici, on ne prend que la femme, la corrompue, on oublie le mari, le corrupteur, et on oublie l'oncle maternel, l'enrichissement illicite. Il faut que les gens expliquent dans ce pays comment ils font pour qu'un pays dont on dit qu'il n'y a rien, les immeubles poussent dans les pousses, habités par les chèvres, parce que ça de l'argent ne peut pas entrer dans la banque. Je crois que dans la vérité dont parle le président de la République, il y a une autre vérité, c'est que il faut que dans ce pays, dès que vous déclarez quelque chose qui ne semble pas être en adéquation avec ce que vous gagnez, qu'au moins, même pas le président de la République, il a déjà fait sa part avec les gros poissons, mais que le policier du coin, que le président du tribunal de première instance, machin truc, que les journalistes, qu'ils envoient des informations en disant dans quel quartier on a vu quelque chose monter. Mais il y a un autre soubassement, le faux, l'usage de faux, la falsification, l'inadéquation du sceau de la République. Vous savez que dans ce pays, il est difficile de combattre la corruption dans le milieu scolaire. Parce qu'aucun bulletin de vote, aucun bulletin de note ne ressemble à un autre bulletin de note, même dans les lycées qui sont dans le même quartier. À notre époque, c'était plus facile. C'est-à-dire que quand l'enfant vous dit j'ai eu 15 de moyenne, on doit le prendre dans l'ENAM, on appuie sur un bouton et on se rend à l'évidence que ne serait-ce que le papier que tu as utilisé n'est pas le papier que l'État utilise. C'est un grand chantier. Et ce grand chantier mérite, comme l'a dit Amasoka, que l'État se réapproprie les leviers de la gouvernance publique. Qu'on enseigne la gouvernance publique, qu'on l'incruste dans le subconscient. Cela est valable pour le cas de la santé, cela est valable pour le cas de l'éducation. Je peux aussi dire que cela est valable dans le secteur des médias et de la presse. Vous voyez que je parle à basse voix. D'accord, M. Abakar. Les yeux rivés vers le président de la République, mais finalement une convocation de tous les citoyens pour un meilleur essor du Cameroun. Tout à fait. Oui, bien évidemment. Personne ne peut discuter sur cette question. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et même lorsqu'on parle de la gouvernance, à un moment, il faudrait peut-être enseigner aux citoyens qu'il faut mettre l'accent peut-être sur le mot État. Parce que lorsqu'on parle de l'État du Cameroun, en ce moment-là, l'État, ce n'est pas Monsieur Paul Biya, c'est pas les ministres, mais l'État du Cameroun, c'est la Baye Amsalam, qui est à Mokolo, c'est le moto-taximène, c'est l'enseignant, donc c'est tout le monde. De ce point de vue, on peut bien dire que pour que le Cameroun se développe, il n'y a pas une catégorie d'acteurs qui doivent travailler, mais chaque acteur, là où il se trouve, devrait justement apporter sa modeste contribution. Et c'est justement parfois ce que les anciens disent aux jeunes, que oui, vous demandez à prendre le pouvoir, mais lorsqu'on fait une comparaison, le conflit de génération se justifie. Ces jeunes qui sont dans les charters, et pardonnez-moi l'expression, qui sont aujourd'hui dans les nouvelles inventions, les partous, la consommation de la drogue et toutes les formes de stupéfiants, à un moment, ça peut être un argument pour les anciens de dire que mais vraiment, nous là, vous dites qu'on a mal fait, mais tel qu'on vous voit là, si on tente de vous donner 15%, ça risque d'être grave. Donc à partir de ce moment, le travail d'éducation, de formation, comme on l'a dit sur le plateau, parce que finalement, le consensus s'est dégagé là. Il y a une nécessité vraiment à repenser le système de telle sorte que la formation soit une véritable formation. Parce que Muriel, il faut le dire, parfois même à l'université, quand vous voyez un enfant qui fait, c'est pas moi, mécanique automobile, c'est pas moi, hôtellerie, l'enfant va à l'école avec l'idée que lui, il est venu apprendre à faire des recettes de gâteaux ou bien à faire descendre un moteur. Dès qu'on vient là, on entre pour lui faire un cours d'éthique et de déontologie, il estime qu'on lui perd le temps. Et le résultat des cours, c'est que ces gars ne connaissent pas l'importance de la relation entre lui, le technicien, et son client, par exemple. Il va prendre votre argent tout de suite.
Et puis, dès que vous tournez le dos, il va boire ses bières. Et prochainement, il y a une expression qui est née dans les milieux jeunes, gérer le retour. C'est-à-dire abuser quelqu'un et trouver des formules, des techniques pour le réussir à le tourner, ayant, comme on dit au quartier, manger son argent. À partir de ce moment-là, oui, au moins ça, le président a appelé à l'unité et à la responsabilité communautaire. Donc, de ce point de vue, chaque citoyen, là où il se trouve, doit savoir que, en reprochant au gouvernant, eux également, ils doivent, comme on dit, savoir que leur petite conscience est un gage justement à la construction de la République. Il y a donc un effort collectif. Mais bien évidemment, on dit que la microstructure est généralement le reflet de la macrostructure. Il faudrait justement que, comme on a dit, sur le plan macro, que la gouvernance soit appuyée sur des politiques publiques justement qui mettent l'intérêt général au centre. Parce qu'il se dit que le triomphe ou la dérive d'un pays, d'une communauté dépend totalement, mais allons entièrement justement de la qualité de la gouvernance. De ce point de vue-là, on peut même dire que la qualité des parents qui sont aujourd'hui des démissionnaires, parce qu'il faut le dire, la plupart des parents aujourd'hui ont démissionné. Il y a même des parents qui pensent que l'argent éduque les enfants. Le père sort à 3 heures du matin, la mère a suivi à 6 heures, le premier rentre à 22 heures et l'éducation des enfants est abandonnée aux instruments des blancs, smartphones, tablettes et autres. Résultat des courses, nous avons des produits sociaux qui ne cadrent pas avec les réels besoins et les vrais problèmes de développement de notre société. Donc la qualité des parents que nous avons, la qualité des jeunes que nous avons également sont le fruit de la qualité des politiques publiques que nous mettons sur pied. Et à partir de ce moment-là, on peut inciter vraiment à dire que oui, la question des hommes se pose, puisqu'on dit il faut un nouveau gouvernement. Mais s'il faut un gouvernement où, comme on dit, le patriarche dit souvent, on déshabille saint tel pour habiller un autre saint, je vous assure, on ne sortira pas de l'auberge espagnole. Il faut donc davantage penser au système. Et même de manière philosophique, on peut dire que penser le système consiste même à revoir notre projet civilisationnel, à renégocier notre contrat social. Parce qu'au moins ça, je l'ai perçu sur ce plateau, le patriarche parle de ce modèle importé que nous avons, où finalement, on va dire, la colonisation est encore présente. Les stigmates de la colonisation sont encore hyper visibles dans nos sociétés, mais nous refusons de voir. Le triple complexe de dépendance, de médiocrité et d'infériorité existe encore. Même l'école que nous défendons là, il s'agit encore d'une école totalement, on va dire, importée, qui ne cadre pas avec les réalités socio-culturelles qui sont les nôtres. À partir de ce moment-là, il devient évident que les produits sociaux que nous aurons ne seront pas vraiment capables de faire ce qu'on a aperçu dans le discours du président, la nécessité de la cohésion sociale, de l'harmonie sociale pour éviter le désordre. Le vrai désordre commence au sommet avec la qualité de la gouvernance. C'est d'ailleurs ce qui peut justifier une sorte de fixation d'abord sur le poste du leader central, parce qu'on se dit que tout part de là. Le poisson, comme on peut dire parfois, il va commencer à pourrir par la tête. C'est ça qui fait que les gens sont focalisés d'abord sur les postes importants de gouvernance. Et d'ailleurs, tout le monde veut y accéder. Et l'une des menaces, c'est ce que nous avons également dit. Le fait que les gouvernants se considèrent comme des élus de Dieu. Chacun se bat pour avoir sa petite part, et dès qu'il a sa petite part, il devient le roi. Il pense que sa volonté est devenue la volonté générale et qu'il a le droit de piétiner et même de chiffonner tous les autres qui sont pourtant des êtres humains. Il y a donc un ensemble d'éléments, d'outils, d'instruments à mettre ensemble si on veut arriver à un pays où tous les citoyens sont véritablement des citoyens qui savent que ce pays sera debout parce que chacun a fait Je crois qu'on ne s'est pas très bien compris. Je préfère maintenant donner les exemples. Chaque 10 minutes, il y a un ministre qui dégomme ses collaborateurs dans ce pays. Chaque 10 minutes. Vous savez pourquoi? Parce que la population s'est appropriée ce secteur. C'est-à-dire que dès que vous volez le terrain quelque part et qu'on se rend compte que le délégué départemental de Minicaf a fait quelque chose, on l'enlève d'abord. Les gars travaillent maintenant sachant que celui qui renseigne le président de la République, c'est la population. Vous vous donnez l'impression que le président de la République a les yeux. Les yeux du président de la République, c'est vous et moi. Nous sommes des hypocrites vis-à-vis de l'exécutif. C'est ma grand-mère qui vient de me demander tout à l'heure, elle n'a pas de route. Comment un pays qui est en guerre, la frontière entre le Niger et le Cameroun est fermée, est censée être fermée.
On dit qu'il y a des bandits là-bas qui abattent tout, ne veulent plus être avec nous. Vous vous mettez à l'endroit où il y a un Djoundjou à Douala. Je ne connais pas bien le quartier. Il y a un carrefour là où Madame Foni avait ses avant de traverser Bonabéry, au niveau des 2 ponts. Elle dit que sa belle-sœur s'est assise dans les 22h à 4h du matin. Elle a compté 254 camions bien remplis qui entraient dans les quartiers et ne ressortaient pas. Ça, ce n'est pas bon. Parce que ça s'appelle trahison vis-à-vis de la patrie. Comment ils font pour traverser ces zones de guerre? Ça veut dire qu'ils sont de connivence avec les gens qui veulent saucissonner notre pays. Ça, c'est la vérité. L'autre vérité, des investisseurs sont en train de partir de notre pays. Depuis que Biel, on m'a dit qu'ils sont à 459 milliardaires aujourd'hui. Mais pourquoi ces milliardaires ne mangent pas le riz de DOP? Pourquoi on a des milliardaires qui transportent le riz d'Azerbaïdjan, qui s'avarient dans les bateaux et viennent remplir? Entre-temps, vous voulez que l'économie avance. Comment vont faire les mamans de Fondjomepet? C'est pour ça que Biya dit, les femmes là, je vous aime. Parce que malgré tout ça, chaque jour, quand vous allez en vogue à Tangnambala, à Yaoundé, c'est le centre de Yaoundé, vous voyez comment les voitures déjà concassées, tout amènent le régime de plantain et autres. Mais vous, à midi, vous allez dans les grandes surfaces parce que vous allez acheter des choses. Ça aussi, c'est la vérité. Nous disons que l'État n'est pas le président de la République. L'État, c'est le président de la République et nous autres. Si nous avons décidé que notre pays doit changer, il faut que chacun dans son secteur joue le jeu. À savoir que une brasserie est partie de ce pays parce qu'on a vu à Etambafia. On a dit qu'on donne les exemples pour que les gens comprennent bien. 2 adultes, ce n'étaient pas les jeunes, en train de fabriquer des whisky, des bières compliquées. Ça crée des problèmes de santé. Et je termine par là, ça c'est le must. On a quand même eu 180 milliards dans ce pays, à une période compliquée du monde entier. Moi, j'ai vu des jeunes comme moi dire que le comptable Ndjama, les nourritures du village peuvent régler ces problèmes. Ça s'appelle le Covid. Vous avez fait des débats ici sur l'utilisation des papiers hygiéniques que le Covid a acheté. Au lieu de faire le débat sur le Mitakula, sur le Ngulubetara, sur les CC, qui ont démontré qu'il est possible que si on consomme camerounais, si on reste camerounais, ça c'est un pan de l'économie mondiale, on peut régler un certain nombre de mots qu'on appelle économie inclusive. La maman qui vend le condré, 650 ou 350, il y a la bière de 300 100, elle nourrit tous les enfants qui sont dans la ville de Yaoundé. Mais quand elle voit que toutes nos économies vont pour aller payer une dette qui vient du fait que nous ne voulons pas consommer ce que nous produisons et nous ne produisons pas ce que nous consommons, ça crée un problème. Et ça encore, ça revient à la formation, ça revient à l'éducation. Il ne faut pas que les 50 milliards donnés par le président de la République, qu'on entende que c'est pour qu'on fabrique les téléphones, c'est pour faire ceci. Le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est la consommation, c'est la capacité de remplir la panse. Et la panse se remplit avec les nourritures que les mamans font dans les villages, en attendant que les routes arrivent. Vous avez parlé de routes tout à l'heure. Mais au moins, on peut consommer ce que nous produisons. Le cacao, c'est bon pour les Blancs. Le pétrole, c'est bon pour les Blancs. Le secteur des mines est un secteur émergent pour la jeunesse. Mais allez-y voir, les gens qui ont eu les permis, ils ne recrutent pas les enfants qui sortent à l'école de mine. Ils recrutent encore des gens qui ne peuvent pas permettre que ça avance. Et c'est un réel problème. L'adéquation, formation, emploi va permettre à ce que le Cameroun décolle demain. Nous sommes en train de faire des débats sur des gens qui n'ont pas une induction sur le Cameroun. Vous voyez, quand ils ont 1 milliard, 10 millions, frauduleusement ou pas, qu'est-ce qu'ils pensent à faire? Construire une maison qu'ils vont mettre en location. Alors qu'ils peuvent bien faire une petite usine de transformation du jus naturel. Depuis qu'il y a eu le Covid, regardez les restaurants de nos frères anglophones et bamlékés. C'est rempli à midi comme ça par des gens, des adultes comme nous. À Massoko, m'a posé la question avant d'entrer dans ce bureau. Tu as 10 ans de plus que moi, pourquoi moi je marche difficilement? Et toi tu es toujours debout. Je lui dis suffisamment d'aller dans la nature et de prendre ce dont la nature nous donne. C'est le problème de l'économie mondiale. J'ai parlé tout à l'heure de la conjoncture internationale et de la gestion jacobine. Nous travaillons pour les autres. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. D'accord. Et on va faire un dernier tour de table de cette thématique. Pourquoi ne pas convoquer ici le patriotisme, sinon pour avancer réellement dans un sens souhaité, désirable et acceptable pour la nation camerounaise? Comment accentuer ce sens du patriotisme chez certains ou encore l'inculquer chez d'autres? 30 secondes pour chacun. Mifiri Abakar.
Oui, bien évidemment, vraiment, on aime bien le dire, ça ne devrait pas faire l'objet d'un débat. Le premier gage de développement, justement, c'est le patriotisme. Et si chacun aimait son pays comme il le faut, de ma façon sincère, nous pensons que les nombreuses fautes, les manquements que nous relevons là, qui pour certains sont de l'ordre du criminel, n'existeraient pas. Parce que c'est un manque de patriotisme qui fait qu'il y ait les pourfendeurs des caisses de la République. C'est un manque de patriotisme qui fait que, au lieu d'être compétent, au lieu de bien se former, on choisit du favoritisme, on choisit les réseaux. Alors, on comment choisit l'inculquer ou l'accentuer chez d'autres? Oui, on l'a déjà suffisamment dit sur ce plateau. Il y a une nécessité de mettre un accent sur les vrais circuits de formation. Parce que l'être humain, on dit qu'il est psychosomatique. Donc, au-delà du corps, il y a l'esprit. Et il faudrait former l'être humain dans son entièreté. De ce point de vue, le système éducatif est un élément capital qu'il faut réexaminer, qu'il faut revoir, justement pour arriver à former des êtres humains qui sont capables, comme nous avions déjà dit, c'est un type de société bien précis qui pense et crée des types d'hommes capables de porter le développement de leur société. Il faut donc repenser notre modèle, notre contrat social pour arriver donc à fabriquer des types d'hommes qui seront en harmonie justement avec les besoins et les réalités de leur société. Des êtres humains qui ne sont plus animés par l'égoïsme qui fait que chacun, parce que c'est l'égoïsme qui a fait qu'on transforme, comme certains l'ont dit, la République en un gros gâteau et que donc chacun voudrait avoir le plus gros morceau. Chacun devrait justement apporter sa petite contribution pour que la République soit debout. Et de ce point de vue, l'amour de son pays, que nous avons appelé le patriotisme, est un gage incontournable. C'est pratiquement une condition sine qua non de la transformation qualitative de notre société. Alors, Amasoka. Ben écoutez, le patriotisme tel que vous l'évoquez, c'est une vérité de la palisse. Je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Si vous postez cela, bien entendu, tout le monde s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. La question, c'est comment est-ce que chacun se l'approprie. Je crois qu'il a essayé de donner quelques points tout à l'heure dans son développement. Tout dépend de l'approche, tout dépend de la posture. Moi, je veux pas être dans, j'ai envie de dire quoi, dans tous les canaux. Je reste dans le mien. Vous savez, ce que nous faisons, c'est de la présence. La communication, c'est aussi la présence. C'est d'abord la présence. C'est toujours la présence. Nous devons être présents pour passer le message. Nous devons parler aux gens, encore une fois, le langage de vérité. Ce que nous faisons sur ce plateau est une illustration. Ça peut être réducteur pour certains, mais je pense que c'est ce type de dynamique qu'il faudrait mettre en place. Parce que la communication, c'est quoi? C'est les messages, c'est le langage, c'est la parole, c'est les éveils de conscience. Parce que tant que nous ne parlons pas, ben, les gens, ils restent dans leur confort, ils restent dans leurs préjugés, ils restent dans leurs choix, parfois qui sont des choix dissimulés. Si aujourd'hui on peut dénoncer les exactions des uns et des autres, quelle que soit la strate sociale, c'est parce qu'il y a des choses parfois qu'on ne veut pas dire. Et j'estime que nous sommes dans l'époque du dévoilement. J'estime donc que l'une des marques, vous parlez de comment est-ce qu'on y arrive, oui. Précisément, moi je ne peux parler que par exemple de mon domaine de compétence. Il faut continuer à dénoncer. Il faut continuer à parler. Il faut continuer à tenir le discours de la vérité. Et il faut que nous, qui sommes les facilitateurs sociaux, en termes de professionnels de la communication, il faut que nous soyons les témoins de la vérité, les facilitateurs de la vérité. Vous voyez, regardez par exemple la question des plateaux. Vraiment, j'ai parlé très peu, un passage entre les deux. Non, c'est moi qui ai le timing. Alain Masoka, c'est pour sortir. Oui, merci d'être censuré par une journaliste que je suis. Bon, enfin, poursuivant. Non, regardez par exemple l'exercice des plateaux de télévision. Vous avez des gens qui viennent, beaucoup choisissent de se nombriliser. Excusez-moi le néologisme. C'est-à-dire, ils viennent parler de leur costume, ils viennent parler des querelles, des polémiques. Ils sont, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, autards. C'est François qui l'a dit. Vous avez des gens autards qui se découvrent des vocations, je ne sais pas moi, d'éclaireurs, je ne sais pas moi de quoi. Vous avez des gens qui ont eu des aigreurs dans leur parcours social, professionnel, et qui autards viennent donner des leçons. Et parfois avec la complicité des facilitateurs sociaux que nous sommes, c'est-à-dire les hommes de communication. Il faut dire la vérité aux gens, que lorsqu'un universitaire vient sur un plateau, il est là pour parler des savoirs qu'il connaît, qu'il doit
doit faire savoir. Et non venir parler de ses aigreurs, ses frustrations sociales, parler de ses costumes, parler de les querelles, les grondements, les attaques, les insultes. Ça, là, c'est pas la vérité. La vérité, c'est de dire la vérité aux Camerounais sur ce qui se passe et non pour venir faire des règlements de compte, par exemple. Donc moi, quand je parle de ce qu'il faut faire pour pouvoir véhiculer le patriotisme chez les uns et les autres, c'est qu'il faut dire la vérité et il faut que cette vérité-là soit étalée, soit développée, soit essemée sur les canaux qui touchent directement les cibles, les destinataires. Ces canaux, c'est par exemple nos instruments de travail, et nous avons le devoir de pouvoir donner également ou contribuer à la dissémination de cet opium. D'accord, on vous aura compris Alain Masuka, François Bikoro. Le patriotisme, c'est comme un zeste de citron sur un gâteau d'anniversaire. Il faut toujours se dire que vous n'arrivez qu'à la dernière minute. C'est ça qui donne la saveur. Mais il y a des gens qui ont travaillé avant vous. Il y a ceux qui sont allés au marché, qui ont choisi les ingrédients. Tout le monde, lorsqu'on félicite le gâteau, doit être content d'avoir participé à ce gâteau. Et que ce n'est pas faute des présents le jour de l'anniversaire qui va faire en sorte que vous soyez frustrés. Il faut fracasser les chaînes de l'hypocrisie politique et de l'imposture sociale. Ici, dans notre pays, les vendeurs de cercueils sont à l'hôpital. C'est pas bon. Parce qu'ils ont appris à recueillir les gens qui meurent. L'hôpital a appris à recueillir les gens qui ne doivent pas mourir. Maintenant, quand on prend un vendeur de cercueil, on le met à l'hôpital, ça devient un problème. Moi, je suis un patriarche africain. Le monde se construit comme la termitière ou la niche des abeilles. On n'avait jamais compris comment la reine-mère est seule à l'intérieur. Mais vous voyez, quand vous voyez les abeilles ou les termites, ou les fourmis maniants, chacun joue son rôle. Personne ne veut savoir pourquoi la reine-mère est à l'intérieur. Personne ne veut savoir pourquoi c'est les autres qui transportent. Chacun joue son rôle. Le jour où chacun dans notre pays sera dans son rôle, il saura ce qui va. Et je termine par là. Des bambins de votre âge, moins que votre âge, dans la nuit noire à l'école de Foulassi, en 1924, je peux me tromper. J'étais jeune comme vous. Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas d'électricité, l'eau ne sortait pas du mur. Dans la nuit noire, un blanc leur a demandé de se moquer de leur pays parce qu'il était en train de partir. Ils ont créé ce qu'on appelle le chant de ralliement. Chant de ralliement. Dès que vous êtes parti d'Europe pour venir ici, vous avez appelé ça hymne national. Et je dis donc que dans ce chant de ralliement, il y a deux phrases qu'on n'aurait dû pas enlever. Peu à peu, tu sors de sa sauvagerie, je crois que je ne vais pas me tromper. Barbarie. Tu parles barbarie, petit à petit, tu sors de sa sauvagerie. Ils avaient tracé le syllogisme vers lequel on doit aller. Le patriotisme, je le répète encore, c'est dans la tête, c'est dans les esprits, c'est dans le comportement. Quand vous laissez une lumière allumée dans un bureau, vous n'êtes pas patriote, vous êtes un imposteur, vous êtes un hypocrite. Maintenant, je termine par là. On n'a jamais été autant patriote et national dans ce pays que quand il n'y avait pas la politique et le multipartisme. Fermez les partis politiques, vous verrez que le patriotisme va marcher dans ce pays. Voilà qui est dit pour cette première thématique amorcée dans ce programme Grand Débat. On prend une légère transition et on revient pour parler des Lions indomptables qui ont un rendez-vous majeur ce soir du côté du Maroc. Ils vont devoir affronter les Bafana de l'Afrique du Sud.